Laissez-moi vous présenter Paul et Mantas. Les deux travaillent sur du hardware open source pour l'espace. Merci. Je suis très excité et je pense que vous l'êtes aussi sur un guide de l'open source à travers la galaxie. La scène est à vous. Merci. J'ai rencontré Paul l'année dernière à l'Assemblée sur l'open source dans l'espace, ici au Congrès. Et on a découvert qu'on a tous les deux de l'expérience sur Ariane 6. Et donc on a décidé de faire équipe et travailler ensemble. Et travailler ensemble sur notre route vers l'espace. Quand on a commencé à faire notre présentation, Paul a trouvé qu'il y a beaucoup de jargon de l'espace et donc il veut faire un crash course de 5 minutes sur les mécaniques orbitales, les satellites et la science des fusées. Donc on va commencer. On va parler de ces satellites en début. Le truc le plus basique, c'est une boîte. Quelque chose auquel on peut attacher autre chose. Et la deuxième chose, c'est des panneaux solaires pour avoir de l'électricité. Mais des fois, on est sur la face cachée, donc on a besoin de batteries, juste pour stocker l'énergie. Et la dernière chose qui est très importante, c'est la communication. Donc, la communication avec la Terre, on peut décider ce qu'on peut faire avec le satellite, et le satellite peut nous envoyer des données, donc on a 2 antennes, et un système de communication, un sous-système de communication. Donc maintenant, on a un satellite, mais on ne sait pas où il faut qu'il aille. Donc on va parler des orbites. Là, on est sur Terre. D'un côté, il y a le Soleil, de l'autre côté, dans l'obscurité. Et la première chose qui nous vient à la tête, c'est de l'envoyer, et hop, il est dans l'espace. Sauf que peut-être qu'il puisse aller dans l'espace si vous êtes suffisamment rapide, mais il va toujours retomber. Donc vous n'êtes pas encore en orbite. Donc quelqu'un est arrivé à l'idée de l'envoyer de côté et d'essayer qu'il rate le sol, mais ça ne marche pas fonctionnement, excepté si vous êtes extrêmement rapide, à peu près 8 km par seconde, et effectivement vous tombez. Vous tombez suffisamment rapidement de côté que vous ratez le sol et vous tombez le long de la courbe de la Terre, et c'est ce qu'on appelle une orbite. Et cette orbite, c'est la basse orbite terrestre qui est relativement proche de la Terre et qui a un temps d'à peu près 90 minutes. Tour donc de rotation autour de la Terre de 90 minutes. Ça a à peu près 5 ans de vie. Donc pendant 5 ans, ça fait 30 000 orbites que votre satellite va faire. Et tu nous as dit, ah oui, au passage, aucun de nos diagrammes n'est à l'échelle. On sait où aller, mais il faut toujours envoyer votre satellite pour y aller. Et donc, il faut l'empacter un petit peu. Donc, la première chose, c'est plier les antennes, parce que on ne peut pas les attacher sur la roquette. Ensuite, il faut mettre le satellite dans une boîte qui ressemble à ça. Et à l'intérieur de cette boîte, en haut de la boîte, il y a un couvercle. Et à l'intérieur de la boîte, il y a des ressorts. Et ces ressorts, lorsque la boîte s'ouvre, le ressort est poussé en orbite. Tiens, vas-y, essaye. Donc ça, c'est un déployeur. On appelle cette boîte-là, c'est le déployeur. Et donc ça, c'est un satellite de cette taille-là. Et donc vous posez le satellite à l'intérieur, comme ça, dans la bonne configuration. Vous poussez vous mettez plusieurs satellites les uns au-dessus des autres, et lorsque la porte s'ouvre, il va y avoir... Lorsqu'on ouvre la porte, les satellites sautent et montent dans l'espace. Plusieurs satellites d'un coup. Donc maintenant, vous avez ce déployeur, et il faut le monter sur une fusée. Donc ça, c'est le haut de la fusée, comme on veut voir.
Et il y a aussi d'autres satellites posés sur... et donc tout ça, c'est quelque chose pour fermer, pour protéger les satellites de la vitesse de la roquette. Donc on peut voir déjà nos deux possibilités, le Currycom et le Seedlock. Le Seedlock va rester sur la navette sur le fusée après le début. Donc voici la fusée, vous le mettez en haut et vous êtes sur Terre et vous allez en hauteur. Et après, la porte s'ouvre, les satellites en sortent, déploient leurs antennes et ensuite, il n'y a plus besoin que d'une station au sol. Et la base au sol récupère les données. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est rendre autant de choses que ça en open source. Donc maintenant, voici nos experts. Moi, je vais commencer la présentation à partir du moment où tu m'as interrompu avec ton petit cours. Et nous, comme Paul l'a dit, dans la Space Foundation Libre, on est une organisation où on développe de l'open source pour l'espace. Le premier satellite, c'est celui qu'on voit sur la gauche sur l'écran, c'est UbiSat. On l'a lancé en 2016, il me semble, ou 2015, 2016. Et le second satellite, c'est CubeX, qui fait cette taille et qu'on a lancé justement dans ce déployeur qu'on voit à l'écran ici. C'était en 2020 à bord de Firefly. Et on a fait beaucoup de ces vols parce qu'ils sont pas chers. Mais le premier et grand projet, celui dont on est le plus fier, c'est Satinox. C'est un réseau de satellites, de stations fixes. Comme Paul l'a dit, pour communiquer avec votre satellite, vous avez besoin de stations au sol pour envoyer des commandes au satellite. Donc on a monté un réseau open source avec aujourd'hui 400 stations à travers le monde. La plupart sont des sociétés ou certaines nous appartiennent. Et ici, on voit certaines de ces stations. Ça peut être une petite station, comme juste une antenne unidirectionnelle, ou ça peut être des grandes antennes multidirectionnelles ou bidirectionnelles qu'on peut déplacer dans différentes directions dans le ciel. Ça peut être uniquement pour télécharger ou aussi pour envoyer des commandes. C'est ce qu'on appelle un réseau d'observation. C'est un réseau qui orchestre toutes les stations au sol et qui permet de délimiter le moment où le satellite passe au-dessus d'une station. Et on voit ici un signal justement qui vient d'un satellite. Et, enfin, on voit c'est un peu petit. Mais pour pouvoir déterminer la fréquence sur laquelle le satellite transmet, on doit aussi connaître la position du satellite pour savoir à quel moment le satellite va apparaître sur l'horizon pour pouvoir débuter l'enregistrement et arrêter une fois qu'il a terminé sa course. Mais on doit connaître le satellite pour une autre raison, c'est pour la compensation Doppler. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler, qui est très commun en analyse de son. Quand on est sur le trottoir et qu'on a une ambulance qui passe à côté de nous avec les sirènes, on peut entendre le son quand l'ambulance approche de manière plus rapide que quand l'ambulance s'éloigne, puisque le son s'éloigne et c'est la même chose avec les ondes envoyées par les satellites, avec les ondes électromagnétiques. Quand le satellite passe au-dessus de nous, on a une fréquence plus élevée que quand il s'éloigne, où on a une fréquence moins élevée. Ici, c'est la courbe du signal d'un satellite vu du sol. Donc, quand il approche, on a donc
La fréquence normale, c'est au niveau du zéro. Et on voit la fréquence qui diminue au fur et à mesure que le satellite s'éloigne. Ici, sur cette image, on voit le signal qui vient sur une ligne droite, parce c'est ce qu'on appelle la compensation Doppler, puisqu'on connaît la position et la vélocité du satellite, et donc on retire l'effet Doppler du signal récupéré du satellite et pour le décoder. Mais certaines personnes pensent qu'on peut le faire dans l'autre sens. On peut observer le signal Doppler et comprendre des choses par rapport à la vélocité du satellite et la localisation. Donc, ils ont créé un projet qui est appelé SDRF et qui fait de la mise en page de données orbitales par rapport à un signal. Ici, on voit le satellite qui passe au-dessus de 2 stations au sol et on voit les points rouges qui nous permettent de déterminer, de calculer la position du satellite. Parce qu'à partir de ce moment-là, ce qu'on appelle la situation géographique spatiale du satellite, les seules informations à ce moment-là qui sont publiques, c'est celles qui viennent de la Space Force américaine. Et donc la seule source, c'est la US Space Force. Donc c'est pas libre, c'est juste public, bien entendu. Donc, s'ils décident d'arrêter de partager, on n'a plus aucune information sur l'espace. Donc pour cette raison, comme je vous ai dit, on a fait le satellite cubique comme celui-ci et on essaye de trouver ce qui est la modulation la plus efficace pour faire ce genre de... Comment on appelle ça? Doppler. La mesure et Doppler et la calculation des paramètres orbitaux en utilisant les itinéraires Doppler. On a parlé de cette mission au Congrès l'an dernier avec Freddy qui est là-bas. Et l'ESA est arrivé dans l'histoire à ce moment-là. Ils ont fait un appel public parce qu'ils voulaient créer un protocole comme ce qu'on utilise sur les appareils volants qui envoient la position à un certain moment. Et on a des réseaux avec des antennes sur Terre qui récupèrent le signal et qui peuvent montrer à quel endroit sont tous les engins volants, les avions. Et cette donnée est libre. Donc ça vous permet de voir où sont tous les avions et les objets volants qui circulent. Et pour ces données, c'est ce qu'on appelle ADS-B. On peut l'envoyer sans rien et ils seront en capacité de trouver où est le satellite. On peut localiser le satellite, mais sans l'identifier, on peut juste le localiser. Une des plus grandes challenges, c'est de savoir l'ordre de magnitude. Par exemple, 10 watts ou 100 watts ou 6 mégawatts. Et l'autre, c'est la taille et la masse. Quand on parle d'un petit objet, c'est peut-être 500 kilos. Mais quand on parle d'un petit satellite, on parle de 200 grammes ou 1 kilo ou 10 kilos. Par exemple, pour les petits cubes. Les nécessités pour cela, c'était un protocole où on pouvait identifier le satellite, de savoir la position du satellite, un petit satellite avec un effort minimal, d'être autonome. Donc si le satellite part de la grosse balise, et d'être efficace en power et de ne pas être cher. Pour la partie pour la partie efficacité de pouvoir,
c'est des protocoles, par exemple le TPS, d'utiliser quelque chose comme ça. C'est des équations difficiles mathématiques, mais les bases, c'est d'avoir les données et de les déplacer et de les déplacer avec une... Et c'est des bits par seconde, beaucoup de données. On les combine avec une séquence qui s'appelle la séquence en or. On voit que le signal de transmission est en dessous du signal du bruit. Et le seul moyen de savoir la différence, c'est de la comparer avec la séquence normale. Et quand tu la compares, tu récupères les données. Et c'est la meilleure méthode d'envoyer des signaux avec pas beaucoup d'efforts, avec un ratio très bas de signal à bruit. Donc on utilise le network SatNogs, le STRF, la modulation de déplacement de spectre et le SIDLOC. Spacecraft Identification Localization. L'ESA a décidé du coup de nous financer pour le développement de notre protocole et on a donc commencé à travailler sur notre protocole et la première intégration dans le hardware. Assez rapidement, on a trouvé une opportunité de vol pour lancer notre expérience sur Ariane 6. Et la mission était de pouvoir traquer la fusée pendant le lancement et au moment du premier orbite. Parce que la roquette la fusée fait le tour de la Terre une fois et ensuite s'écrase sur Terre de manière contrôlée. Donc notre solution pour le hardware, c'était ça, c'est le SIDLOC Ariane. C'est la première intégration du beacon SIDLOC dans l'espace. C'est tout petit, c'est plus grand que ce qu'on voulait, parce que Ariane voulait un gros connecteur comme un D-9. C'est le plus petit connecteur accepté pour leur fusée, ils n'ont pas plus petit. Et ils voulaient aussi avoir la possibilité d'avoir un pied, et le pied était assez grand. Donc, d'habitude, Ariane a toujours l'habitude de lancer des payloads très, très importants avec des télescopes spatiaux. Et quand on a dit qu'on voulait monter notre payload en utilisant 4 vis M4, ils nous l'ont renvoyé en nous disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est très drôle parce qu'ils n'ont pas cette expérience et nous, on n'avait pas leur expérience. Donc, c'était une bonne coopération. Donc, ça a une toute petite caméra avec une toute petite batterie dans un microcontrôleur qui gère la partie distribution d'énergie. Et on a aussi un FPGA qui peut faire tout le séquençage et la synthétisation des données et un transmetteur et avec une antenne qui permet d'amplifier les signaux reçus et envoyés pour les recevoir au sol. Et pas de panneau solaire. Donc, comme c'était simplement pour un orbite, on a calculé pour que la batterie dure le double de la durée de l'orbite. Et voilà. Donc, à ce moment-là, on s'est rencontré avec Paul ici et on s'est rendu compte que le prochain payload, c'était Paul. Tu veux nous parler de ton chargement, Paul? Oui. Alors, notre chargement à nous ici, c'est ce qu'on voit ici sur le côté. C'est sur la photo ici, c'est 25 x 25 cm. C'est un peu plus. Donc d'abord, je voudrais vous parler de ce dont on a besoin réellement pour un satellite en théorie. Et ensuite, on va regarder le hardware qu'on a construit. Donc, c'est de manière simplifiée ici, sur la droite,
On a en bas l'antenne. Ensuite, on a le subsystème de communication. Celui qu'on utilise, c'est le SatNox Comms, qui est connecté au SatNox Network, au réseau SatNox. Et ensuite, on a la carte mère, une batterie et un panneau solaire. Donc, c'est vraiment un diagramme de bloc, mais ultra simplifié ici. On a le STM32, on a l'antenne UHF et les bandes courtes, et on a le FPGA qui permet d'optimiser la communication. Et ensuite, on a la carte mère avec la plupart des composants dont on a besoin. On a le système qui va mesurer comment le satellite est orienté dans l'espace. Est-ce qu'il doit être comme ça ou comme ça? Et il peut aussi influencer ça en ayant le rôle d'une boussole ou d'un aimant. On a aussi un connecteur de payload, de chargement, qui nous permet à d'autres personnes de mesurer toutes les données qu'ils veulent. Et on a le système électrique d'alimentation. C'est ce qui connecte à la batterie ou au panneau solaire et qui mesure le chargement pour savoir s'il fait ce qu'il est censé faire. Donc, regardons l'antenne, premièrement. Donc ça, c'est le système d'antenne. On peut le plier. On a aussi un système, en quelque sorte, qui peut éjecter l'antenne quand il n'a pas été utilisé. Ça, c'est le système qu'on a utilisé et designé ici. Il a une opération de 400 MHz. Donc ça peut avoir toutes les tailles. C'est à peu près le même nombre de pouvoirs. Mais on a découvert l'usage de cela parce qu'on avait quelques problèmes. Donc là, c'est le sous-système de communication. Et il est basé sur un système d'exploitation qui s'appelle Zephyr. Ça, c'est le petit board, le petit truc noir en haut. Donc, on va avoir la carte mère. Pour les connecteurs de chargement, on peut utiliser des voltages différents, et on peut utiliser différents systèmes, surtout le Canvas. Toutes ces choses, on n'a pas que designé, mais aussi produit. Donc pour ça, on a à peu près 600 composants, et tous les composants doivent être posés à la main, à utiliser un microscope, et après soudés minutieusement. Voilà. La dernière chose que nous avons, ce sont les panneaux solaires et la batterie. Premièrement, la batterie, c'est des cellules de lithium que vous trouvez à peu près partout, une tas de choses. Et les panneaux solaires, ce sont 300 modules avec jusqu'à 10 cellules. Et donc, on peut avoir 32 volts. Et on a aussi un magnétor qui peut mesurer où est le Soleil vis-à-vis du satellite pour savoir, pour connaître l'orientation du satellite. Et ensuite, vous avez tout ce dont vous avez besoin et vous pouvez commencer à assembler. Donc, celui qu'on a envoyé, c'était plus de 2200 composants. Donc, avec 2000 quelque chose, 1000 quelque chose composants électriques, beaucoup de câbles, et l'intégration prend une paire d'heures si vous êtes préparé. Donc maintenant, c'est le dernier stop. Ça, c'est la dernière chose qu'on fait, c'est qu'on met les panneaux solaires sur les côtés. Ils sont connectés avec des câbles Pogo, donc on n'a pas besoin de pins. C'est très pratique pour connecter vos panneaux solaires. Donc, quel challenge vous allez avoir si vous voulez construire un satellite? La première chose, c'est la microgravity. Vous ne pouvez pas tester, il faut juste faire une analyse et voir si tout fonctionne comme vous espérez. Vous avez le vide. Ça, vous pouvez tester dans le temps.
vous allez voir une image d'une chambre à vide. Et sinon, il y a les radiations, puisque les radiations viennent du Soleil, et donc qui envoient des ondes électromagnétiques. Et c'est un problème, mais c'est aussi quelque chose qui fonctionne comme des radioactifs. Il y a aussi, là, on voit aussi des particules. Il y a aussi les particules qui viennent d'autres étoiles, qui peuvent aussi toucher vos électroniques et créer des problèmes. Il y a aussi le débris spatiaux. C'est un problème qui vient de plus en plus grand. La première chose, c'est que vous désignez votre interface, votre satellite de façon à ce qu'il puisse y résister. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'en crée pas plus. Vous allez analyser et vous allez essayer de voir. Et vous allez avoir un test avec des agences gouvernementales de façon à montrer que ce n'est pas un problème. Mais nous n'allons pas... Vous allez dire que, par exemple, ça ne va pas exploser. Maintenant, ça, c'est notre première chambre à vide. C'est une petite bouteille de bonbonne de gaz. Et la deuxième chose, ça vient aussi du départ sur la fusée, puisqu'il y a une accélération de jusqu'à 12 G, ça dépend de la fusée, et ça va être un gros problème pour nos cubes. Pour les humains, ils s'évanouiraient. Il y a aussi de grosses vibrations, et il y a aussi des chocs, des boutons explosifs qui sont sur place. Et la première chose qu'on a eue, c'était ce qu'on envoie. C'est le lanceur. On peut attacher le lanceur et vérifier que tout fonctionne. Nous avons mesuré jusqu'à 14 G donc pour tester l'accélération. Mais sinon, il faut aller sur une autre machine, puis beaucoup trop forte, un espèce de subwoofer de 30 kW pour complètement tester les vibrations. Et on a fait tout ça pour notre site Lockheed et maintenant vous êtes prêt à lancer. Donc vous êtes prêt pour le lanceur. Donc on avait un plan. Notre plan, c'était d'aller jusqu'en Guyane, parce que notre satellite a été construit en Europe, et on pose notre expériment sur la roquette, et puis ensuite on rentre à la maison. Ça, c'était le plan. Donc, et personne ne savait trop ce que ça ressemblait, à quoi ressemblait la Guyane. Par exemple, on savait qu'il faut des vaccins, on savait qu'on n'avait pas besoin de visa ou de nouvelles SIM, parce que c'est l'Union européenne. En théorie, il devrait y avoir un radar automatique entre l'aéroport et là où il fallait qu'on y aille. Et quelqu'un a testé le speed trap, donc le radar automatique. Et aussi, c'est une jungle. Si vous n'aimez pas les araignées, fermez les yeux, puisque ça, c'est notre premier contact avec les animaux. Et ça, c'était à la maison. À peu près aussi gros que ma main. Voilà. Donc, ensuite, on a décidé de prendre une journée, d'aller un petit peu sur l'Amazone, qui était très intéressant et surprenant de voir toutes ces plantes et ces animaux dans la jungle. Donc, dans cette jungle, vous allez être plusieurs heures et vous allez trouver des énormes bâtiments et des fusées et des pas de lancement entre la jungle. Et c'est aussi plein de vie sauvage. Et au plus milieu, il y a des fusées. Donc ça, c'est ce qu'on avait en haut de la fusée. On avait numéro 10 et numéro 5. C'est Lockheed LQM. Donc on a parlé de plans, mais les plans ne fonctionnent jamais. Et est-ce que quelqu'un d'entre vous écrit du logiciel? Levez la main, oui. Donc je vais dire beaucoup de choses absolument... je vais insulter les informaticiens. Mais pourquoi est-ce que vous voulez tout changer au dernier moment? On a quasiment stoppé notre développeur de monter avec une échelle sur la roquette, sur la fusée, pour mettre le système à jour, pour rendre ça, pour être 30% plus efficace avec la RAM. Donc,
On a fait un petit peu de coding sur place, dans un Airbnb, à écrire du code, passer le CI, donc mettre ça dans le module d'ingénierie, qui est une copie exacte du système qui va être en train de voler. Et nous avons compris que on ne pouvait pas faire des gros bouts de firmware sur l'FPGA, donc on voulait faire une opération. On voulait faire ça sur une opération sur le modèle de vol dans la chambre propre, enfin la clean room avec d'Ariane, mais vraiment directement sur le modèle. Donc on a fait ça à peu près 1 million de fois sur le système de modèle. On a fait un guide sur quelle vis enlever. On fait ça, on change dans la clean room et pour une raison quelconque, personne n'avait quoi que ce soit à faire et tout le monde était au-dessus de nous et tout le monde nous regardait minute par minute faire ce qu'on était en train de faire. Et finalement, on était fini. Notre satellite a été flashé avec le nouveau firmware, avec la meilleure mémoire, l'utilisation de la mémoire, et on avait besoin de faire un test. Donc vérifier que l'interface et ils ont l'habitude de faire des tests de transmission avec des kilowatts, avec des satellites avec des kilowatts de puissance. Et nous, on voulait juste faire une petite transmission pour informer les gens de la sécurité. Et ils nous ont dit, et ils ont affiché. Et ils ont appelé ça avec avec plus de puissance que ce qu'avait notre satellite. Et pour notre expérience, c'était 1,2 cm. Donc on a fait une barrière pour le satellite et la transmission, tout a marché. Et on a commencé à intégrer vraiment sur la fusée. On a intégré dans les... on a mis le cube dans la barrière. Et après, on a utilisé un crâne de 30 tonnes pour bouger 140 grammes de charge. C'était drôle parce que on suivait ce mec qui était en train de bouger très doucement, mais oui. Et après, on a un peu mis des vis sur le bord de ballast, sur la fusée, et on a pris quelques photos. Et finalement, on a pris un avion pour rentrer. Et après, tout devait être préparé sur le site pour le lancement. Et on a eu un appel qu'il y avait un endroit libre pour dans la salle de contrôle pour vraiment voir et sentir le sentiment, comment ça va être dans cette mission. Et bien sûr qu'on avait beaucoup de fêtes de lancement où tout le monde pouvait regarder. Et il y avait le lancement. Donc il y a une vidéo de 2 minutes. On voit cette grande maison d'où la fusée sort. Ça, c'est l'engin principal avec l'oxygène et de l'hydrogène. Les 2 boosters sont nécessaires pour vraiment le faire décoller, parce que deux boosters sont nécessaires pour 140 grammes. Donc il y a de la slow motion qui n'a pas été publié avant, donc ça c'est bien, ou dans un talk public. ESA nous a autorisé à présenter ça publiquement. Donc ça c'est la ligne qui fait l'environnement à l'intérieur de la charge. Et c'est en haut de la fusée, il y a quelques charges au-dessus. Et là, la fusée monte. La tension était énorme, le premier lancement. Et après quelques temps, les boosters se sont détachés. Et on avait de la vidéo en direct de cela. Après, les coques
enlevés quand c'était à l'extérieur de l'atmosphère. Il y a même un peu de vidéos à l'intérieur. Et après que la première étape a fini de brûler, et la deuxième partie de la fusée, la dernière étape, pouvait commencer à brûler, avec aussi de l'oxygène et de l'hydrogène. Et quand ça a décollé tout dans l'orbite, les charges pouvaient se déployer. Et on a finalement vu de la vraie vidéo de Curium 1 en train de se déployer. C'est mieux sur la microgravité que... Ça, c'est une image de YPixat, une expérimentation qui était sur la fusée de ESA. Et au milieu de l'écran, il y a des pixels blancs. Ah, on a une souris, d'accord. Là, il y a des pixels. Ça, c'est l'antenne pour une expérimentation Seedlock. Il y a une petite antenne au-dessus. Et on a vu que l'antenne était vraiment déployée. Et du coup, après... Ça, c'est l'image d'un télescope, d'un observatoire, l'observatoire Columbus. Ça, c'est vraiment la fusée Ariane. Et je crois que c'est la deuxième étape de l'Ariane sur le côté. Et ça, c'était le mouvement de l'Ariane qui passe au-dessus de l'Europe du Nord et après qui descend vers l'Australie. Et en fait, le satellite a éjecté au-dessus de l'Australie et a commencé à transmettre au-dessus de l'Australie. Et après, on avait encore un vol au-dessus de l'Amérique du Sud et l'Europe du Nord. Et arrêté d'orbite dans le spot Nemo. Et oui, on a eu des signaux du Seedlock. Et ça, c'est ce qu'on a dit. What? Quoi? Donc ça, c'est les premiers signaux de Seedlock. Et le contracteur a appelé Kenzie, qui a utilisé un observateur allemand pour enregistrer des signaux de Seedlock. Ça, c'est les signaux de spectre. Ça, c'est le signal analysé. Et on voit les caractéristiques S qui vient de l'effet Doppler. Et dans le bruit, quand ça a été déporté, on voit le milieu du signal et on a calculé ce shift de Doppler. Mais on a aussi cherché pour Curium. On a dû les voir, mais il n'y a pas grand-chose à voir. Signum, ça devrait être une ligne horizontale, mais on n'a rien vu. Donc on a pensé qu'il fallait qu'on attende un petit peu, et qu'il y avait des problèmes avec les stations, mais après 2 jours, on n'a toujours rien vu. Donc toujours pas de signal. Et on était un peu désespérés. On était en train d'essayer. On voulait vraiment y croire. On était en train de faire des mimes parce que comme moyen de gestion du stress. Et ensuite, il y a eu un nouvel espoir. Lorsque quelqu'un a un gros satellite de 1956. À l'époque, c'était le plus gros télescope du monde. Et maintenant, ce sont des volontaires qui l'utilisent. Et d'Astronomic Cameras. Et ils ont de l'open data. Et il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont vu Voyager. C'est pour ça qu'ils sont dans les médias. Et ils ont deux antennes linéaires polarisées. Et ils ont décidé de regarder. Et il y a eu un signal. Donc malheureusement, c'est
ça n'est pas si bon. C'est pas un bon rapport signal-bruit, mais on a pu, pendant un certain temps, de voir les données et même de les décoder. Donc, voilà, on a ça. Les données. Ce sont les données du satellite, donc on a vu l'état de tous les sous-systèmes, tout sauf un problème de... On ne sait pas pourquoi on a un problème. Enfin, on a plusieurs problèmes au niveau des puissances de l'envoi, donc on est très très content de voir que tout fonctionne. Donc, voilà. Et donc, c'est un moment où on peut dire un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés de cette énorme communauté, l'open source et tous les logiciels qu'on a utilisés ici. Et donc, c'est bien. Et puis, merci beaucoup, c'est extrêmement beau. Donc, c'est toute une communauté. Donc, si vous voulez nous parler, venez voir C3 Space. Nous sommes sur le premier étage. Et amenez-nous toutes vos questions. Merci. Un tonnerre d'applaudissements. Si vous quittez la pièce, veuillez le faire discrètement puisqu'on a les questions. Microphone. Donc, vous avez parlé de Mollis. Feedback shift registers which are combined, but did you publish those codes, or did the people in Dwingelo... Est-ce que les codes ont été publiés pour l'analyse linéaire du signal ou est-ce que c'était à vous de déchiffrer le signal? C'est pas vraiment mon domaine d'expertise, mais la réception du signal a été faite par une autre station. On a eu les données à partir de la station de réception et on a fait l'analyse à partir des données vectorielles. Cette information est publique, les données sont publiques et disponibles. Par contre, ça demande pas mal d'énergie si jamais ça vous intéresse. Merci. Prochaine question. Bonjour. D'abord, merci pour la présentation très inspirante ici. J'ai deux questions. La première, c'est Ariane 6, le premier vol, c'est pas très bien passé. Il y a eu une erreur de booster et il y a eu des problèmes avec la deuxième étape qui est restée en orbite. Est-ce que vous pensez que ça a affecté la mission? De quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? On a vu Curium se déployer en live stream, mais cette erreur a été mieux pour notre mission parce qu'on a eu une deuxième chance, une deuxième orbite. Donc on a eu le double de signal. Donc pour nous, c'était mieux. Mais bon, on est un peu bloqué avec 8 tonnes d'aluminium en orbite, ouais, effectivement. Et on n'avait pas de panneaux solaires. Sinon, notre expérience aurait pu continuer à opérer. Mais on a fait en sorte que l'expérience ne dure qu'un seul orbite. On a eu vraiment deux chargements qui ont été impactés par ce problème. Mais je pense que ce qui est important vraiment, c'est que les fusées Ariane précédentes n'avaient pas cette fonctionnalité. Donc pour ce vol, c'était vraiment la meilleure chose qui a pu nous arriver. Et à part le problème de lancement. Est-ce que vous savez ce qui s'est mal passé avec Curium pour causer ce signal, pour le mauvais signal, signal de bruit, nouveau rapport? Et comment les fixer pour la prochaine fois? Tant qu'il y a deux possibilités, l'une, c'est un problème de soudure, et l'autre chose qui va être juste révélée après un certain nombre d'utilisations. On l'a testé, mais on a d'autres réplications où certains ont montré aussi un problème
Et la deuxième possibilité, c'est un problème de code, que notre antenne ne se déploie pas complètement. C'est difficile de tester et il est difficile de tester les vibrations et le vide en même temps. Donc c'est un problème de test. Et nous recommandons de mettre l'antenne sur l'extérieur du satellite, puisque même si elle ne se déploie pas, vous auriez quand même un signal de l'antenne. Donc ça, c'est ce qu'on a appris en fait. Et certains composants vont être réutilisés. Et tout ce qu'on a appris va être réutilisé. Et je pense, j'ai su aussi de plusieurs d'autres missions qui ont réutilisé une partie du matériel du mainboard, de la carte mère. Donc, une bonne partie va continuer à vivre. Et il y a aussi des leçons qu'on a apprises. Et c'est la prochaine grande mission, FASMA. Voilà. Et c'est aussi un satellite, FASMA. I would ask Signal Angel if there are any. Je vais demander s'il y a des questions d'Internet. Je pense que c'est un non. Donc, merci beaucoup pour votre session.